Ici Ève Lemay. Et Marie-Christine Bouillon, servez-vous un verre de rouge ou débouchez-vous une bière. C'est vendredi et vous écoutez La Taverne. Aujourd'hui, dans notre taverne, on discute de la famille en ville. Marie-Christine, toi, si tu avais des enfants, là, ça serait quoi le plus grand avantage pour toi d'élever des enfants en ville à Montréal? Je dirais la vie sociale et la vie communautaire. Se rapprocher des gens qu'on connaît, qu'on aime, qui soient pas loin de chez soi. J'ai l'impression que ce serait bien dans la vie de mon enfant autant que dans ma vie. On entendra d'ailleurs nos intervenants de notre conversation de bar en parler. Toi, Ève, ce serait quoi les avantages d'élever une famille en ville? Définitivement pas avoir besoin de traverser des ponts. Oui. Définitivement. Oui, surtout présentement, là, il y a plein de travaux partout avec le pont Mercier qui pour est une bloqué. Ève qui n'a pas de permis de conduire, c'est en plus. Hein? C'est parfait. Alors, comme on est visiblement pas des spécialistes, on dit ça chaque semaine, mais dans le fond, c'est vrai. On n'est pas vraiment des spécialistes, donc on a invité de vrais experts en studio. Alors, pour jaser de la famille en ville, on a d'abord Juan Torres, qui est professeur à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. On a également Gaël Magrini, qui est directeur général d'Espace Famille Villeray. Bonsoir. Hello. On va vous reparler un tout petit peu plus tard, mais avant, Ève, on a des chroniqueurs en studio aussi. D'ailleurs, d'abord Jerry qui vient tout juste à la course d'arriver de la Gaspésie. C'est du direct, ça. Jerry, cette semaine, tu me parles de quoi? Ben, cette semaine, vous savez, pour élever une famille, c'est toujours plus facile si on a un bon métier. Hein? Et je vais vous parler de métiers insolites, finalement. Encore un lien tiré par les cheveux, comme on les aime. Et Guillaume, à l'insolite, de quoi nous parles-tu cette semaine? Eh bien, dans la chronique geek, je vous donne 3 outils essentiels pour élever votre enfant à la fine pointe du geek. Wow, hein? Je pense qu'on va avoir une belle émission, Marie-Christine. Sans aucun doute, ma chère Ève. Mais d'abord, comme à l'habitude, on commence tout ça avec notre première partie de notre conversation de bar. Et cette semaine, on a rencontré Maude, Corinne et Sébastien. On a discuté avec eux de leur mode de vie et de leur quotidien en ville avec leurs enfants. Ils nous parlent dans cette première partie de conversation de bar justement du côté rassembleur et de l'esprit communautaire du fait d'élever sa famille en ville. On les écoute. Non, je m'appelle Sébastien, j'habite dans le quartier Rosemont et j'ai une petite fille de presque 5 ans. C'est belle. Je m'appelle Corinne, j'habite dans le plateau Mont-Royal et j'ai 3 filles de 1 an, 3 ans et 11 ans. Je m'appelle Maude, j'habite sur le plateau Mont-Royal et j'ai 3 enfants de 3, 6 et 7 ans. Est-ce qu'on s'imagine, la ville, tout le monde fait sa petite affaire, personne ne se regarde, tout ça, alors que c'est tout le contraire. Moi, en 1 an, j'ai vu probablement 50 fois plus de monde que j'en ai vu à Québec en 5 ans, là, au sens où on rencontre des gens qui deviennent rapidement des alliés, entre guillemets, que ce soit d'autres parents, que ce soit des voisins qui voient nos enfants aller. Puis justement, le fait qu'on soit souvent à pied, on se rencontre, on se voit dans les commerces, on se voit un peu partout, ce qui fait que les gens se connaissent beaucoup dans les quartiers de ce type-là. Et moi, je pense que c'est ça aussi qui est un peu méconnu, peut-être, de ceux qui vivent pas en ville. C'est sûr. En tout cas, pour ma part, j'ai pas pu comparer, mais moi, j'ai grandi en banlieue comme enfant. Fait que ça a été mon bagage de petit bout. Mais c'est pas en réaction non plus que j'ai décidé d'avoir mon enfant en ville. Moi, ma vie, ça menait beaucoup à être en ville. Puis quand j'ai eu le temps d'avoir un enfant, ça n'a jamais été remis en question parce que les raisons pour lesquelles je voulais habiter en ville, mon travail se passe beaucoup dans le cœur de la ville. Puis je voyais pas de désavantages marqués à redéménager pour ça. Pour moi, ça allait de soi que cette vie-là pouvait correspondre à mon enfant. Bien, nous, c'est un sujet assez chaud sur l'oreiller, je te dirais, parce que moi aussi, j'ai été élevée en banlieue de Québec aussi. Et puis, quand j'ai eu ma fille, j'étais à Québec et c'était inimaginable. Tu sais, j'aurais jamais cru élever des enfants à Montréal. Pour moi, c'était juste pas possible parce que
parce que trop gros, trop de monde, trop de proximité avec les voisins, les écoles, tout ça me faisait peur. Bonheur intense, une nouvelle saison pousse comme une fleur bleue sur le gazon. Je suis heureuse à Montréal avec mes enfants. C'est vrai, le transport, la proximité, les parcs, la vie sociale, de pouvoir s'improviser un petit pique-nique de dernière minute avec 4-5 familles. C'est vraiment super pour elle d'aller au parc La Fontaine, de passer du temps avec ses amis, que ce soit pas prévu. C'est vraiment une vraie liberté. Une joie immense, une nouvelle saison. Je laisse faire le par cœur, je ne tourne plus en rond. On est revenu à Montréal, en fait, pour ça, pour le mode de vie que ça implique et qui va avec. Puis effectivement, par rapport à nos transports, maintenant, on marche beaucoup, on fait du vélo, tout est à proximité. Les amis aussi, tout ça était vraiment facilité par le fait d'être ici. Sans être un choix égoïste, est-ce que c'est un choix aussi de faire, peut-être qu'on peut justement se regrouper ou se voir plus ou s'aider? Ben oui, ça aide. Moi, je me rends compte que je commence à avoir des amis que ma fille m'a présentés. Ben, jusqu'à un certain point, oui, ça passe déjà par la garderie, par la petite enfance. Non, là, c'est amis à elle. oui, non, c'est ça, leurs parents, tout ça. Fait que là, j'ai rencontré. Fait que là, j'ai hâte. Il y a un côté de moi qui a hâte de rentrer à l'école pour me faire des nouveaux amis. Et voilà, Corinne, Maude et Sébastien nous expliquaient ce côté rassembleur de la ville. Et maintenant, en studio, on reçoit Gaël Magrini, directeur général d'Espace Famille Villeray. Gaël Magrini, bonjour. Allô, ça va bien? Ça va bien. Le côté rassembleur de ce que nos invités de la conversation de bar disaient, vous le sentez dans votre organisme? Oui, on le sent. Puis je te dirais que la dernière intervention du papa qu'on a entendue est particulièrement significative. Dans nous, ce qu'on constate chez nous, c'est que souvent arrive une espèce de nouvelle phase de socialisation par l'enfant. On a nos enfants, la réalité change d'un coup. Les horaires, les champs d'intérêt, tout ça vient être complètement chambardé. Puis il y a même une certaine période d'isolement qui va arriver au début de l'arrivée de l'enfant. Et puis soudainement, on se rend compte que il y a d'autres gens qu'on connaissait pas nécessairement, qui étaient à la porte d'à côté, puis que finalement, par l'enfant, on finit par placoter sur un banc de parc, on finit par s'échanger des trucs, des choses comme ça. Donc oui, tout à fait. Oui, parce que votre organisme offre du répit. En fait, c'est quoi exactement Espace Famille Villeray? Qu'est-ce que vous offrez aux parents? T'as-tu du temps? On a une heure. Écoute, Espace Famille Villeray, on est un organisme qui est administré 100% par des parents. On existe depuis 25 ans, puis on intervient auprès des futurs parents et on intervient auprès des familles qui ont des enfants de 0 à 5 ans. Donc, on a de la halte garderie. On offre du soutien à domicile pour les parents de nouveau-nés qui trouvent ça un petit peu plus difficile. On offre toutes sortes d'activités comme le yoga prénatal, postnatal, les pilates, le zumba avec bébé. On offre des causeries. Ça, une fois par semaine, on peut avoir entre 30 et 60 parents qui viennent le mercredi matin pour placoter, se réseauter entre eux autres. On leur offre la halte garderie pendant ce temps-là. Puis une semaine sur deux, on va donner une conférence avec des spécialistes qui viennent d'un petit peu partout sur les rivalités fraternelles, sur comment bâtir l'estime de soi chez son enfant. On donne des ateliers sur les impôts et la famille, comment investir dans les REEE. Puis tout ce que nos membres nous demandent finalement. C'est un endroit où on brise l'isolement des familles qui viennent d'avoir des tout-petits, où on leur donne un petit coup de pouce dans la mesure du possible, puis on les accompagne dans le début de cette belle aventure-là que d'avoir des enfants. Et oui, vous parlez, c'est ça, de l'isolement. Est-ce que vous avez des témoignages des fois de parents qui vous ont dit, même si on est en ville, il y a un individualisme certain quand même, mais grâce à votre organisme ou grâce au fait de vivre en ville, ils s'en sortent? Ben oui, tout à fait. Mais l'isolement, il est grand pendant la période. La maman, là, pendant le congé de maternité, va se retrouver tout seul à la maison. Puis effectivement, il y a une des intervenantes qui disait justement, on a cette proximité-là qui fait en sorte qu'on va rencontrer beaucoup de gens. C'est peut-être pas toujours le cas, en tout cas de nous, ce qu'on entend au tout début. Justement, les milieux communautaires vont être là peut-être pour aider à créer une espèce de tissu social. On constate aussi de plus en plus que les nouvelles réalités font en sorte qu'il y a beaucoup de condos où
où notre cour devient une espèce de petite Juliette là, en avant de l'appartement ou un couloir où les enfants ont peut-être un petit peu moins d'espace pour jouer. Et dans tout ça, les espaces de socialisation sont de moins en moins existants. Ça fait qu'on se plaît beaucoup à dire Espace Famille Villeray qu'on tricote le tissu social du quartier. On fait en sorte qu'à un moment donné, une rue dortoir devient un quartier parce que les gens finissent par se parler, se rencontrer, s'échanger des recettes sur le coin de la porte, puis dans notre organisme aussi, oui. Est-ce que les besoins ont changé? Ça fait 25 ans que vous existez. Vous avez senti ces besoins-là changer des parents? Dans notre cas bien spécifique, oui. C'est sûr qu'en 25 ans, depuis l'existence, tous les congés parentaux ont changé. Effectivement, les milieux de garde ont changé énormément. Les garderies à 7 $, c'est quelque chose qui est arrivé quand même relativement récemment. Et puis, on remarque aussi une grande émergence des milieux de garde en milieu familial, ce qui fait en sorte que notre organisme, auparavant, intervenait davantage avec des enfants qui avaient en moyenne 3, 4 et 5 ans. Et de plus en plus, on se rend compte que c'est des jolis petits poupons qui sont dans les bras des parents qui nous arrivent à tous les jours. Donc oui, un rajeunissement, je dirais, des enfants qui fréquentent notre organisme, oui. Et est-ce que vous faites en sorte aussi, j'imagine, parce que vous dites briser l'isolement, tout ça, donc sortir un peu les gens de chez eux, est-ce que vous investissez certains endroits physiquement dans le quartier Villeray? Est-ce que vous faites en sorte que tel parc soit revitalisé ou des événements dans les endroits publics comme ça? Tout à fait, oui. On participe à de nombreuses fêtes de quartier. On en organise nous-mêmes à l'intention des familles qui ont des enfants de 0 à 5 ans parce que c'est un groupe d'âge qui est peut-être un petit peu moins desservi par les différents organismes communautaires. Oui, d'une part, puis également, on est en train de développer des partenariats avec les différents CPE du quartier, avec les chalets de parc pour faire en sorte que nos activités se rapprochent le plus possible des familles. Avoir des enfants à bas âge, c'est souvent, il y a une certaine limitation par rapport à la mobilité. Donc, on va se déplacer avec la poussette, le beau bedon, un enfant qui tire après le bas de pantalon. Et puis, souvent, se déplacer est moins facile. Puis, dans des quartiers comme le quartier Villeray, on va avoir une offre de services communautaires assez forte dans l'ouest du quartier, mais plus on se déplace vers l'est, moins il y a d'organismes. Alors, c'est notre mandat d'essayer de trouver des espaces, de négocier un petit peu avec le curé de la paroisse pour savoir si on peut pas aller dans le sous-sol de l'église pour essayer de faire une activité d'éveil au langage. C'est un défi de tous les jours, mais on travaille là-dessus. Et vous parliez de la mobilité, justement, puis je crois que vous avez posé la question sur votre page Facebook aux gens qui fréquentent l'espace Famille Villeray. Quels sont les avantages et les inconvénients de vivre en ville? Oui. Qu'est-ce que vous avez eu comme écho des gens qui fréquentent? Oui, c'est intéressant. C'est sûr que tout ce qui est effectivement proximité des services puis des produits. Donc, on soulignait beaucoup le fait que, les commerces, notamment si on va avoir de la nourriture bio, si on va avoir des choses qui sont un petit peu plus équitables pour nourrir son enfant, c'est des choses qui vont être plus faciles à trouver. Également, la proximité des magasins, des écoles. Il va y avoir toutes sortes d'initiatives qui existent en ville également, comme par exemple les pédibus qui remplacent les autobus scolaires où des groupes de parents s'alternent pour aller chercher les enfants un par un, puis faire une espèce de bus... covoiturage à pied. pour enfants. À pied? Exactement. Oui. Donc, du pédibus. Donc, un parent désigné passe, ramasse les enfants sur la rue, tout ça, puis va porter les enfants à l'école. Ce type d'initiative-là, donc voilà, c'est ça. Il y a des inconvénients aussi qui ont été nommés, bien entendu, que ce soit pour la pollution, que ce soit pour la densité de population, la difficulté de trouver des aires de jeu pour certains aussi, parce que, si on est un petit peu plus éloigné du parc du quartier, c'est quelque chose qui va être un petit peu plus difficile. C'est certain qu'aller au parc en autobus, tout ça, ça prend une journée. Exactement. Quand on n'a pas d'aire de jeu, les enfants sont jeunes. Souvent, le McDonald's devient le seul endroit où on peut l'hiver aller avoir une aire de jeu qui est convenable pour les enfants. Donc, c'est des défis. Puis, on se le cachera pas aussi, c'est pas tous les... avec la proximité d'un logement à l'autre, c'est pas tous les voisins qui vivent en harmonie avec le fait que notre petit garçon de 4 ans aime bien courir sur les talons. C'est des irritants peut-être pour les voisins avec lesquels les familles qui vivent en ville doivent composer. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup, mais il y a quand même plus d'avantages. Je veux dire, les gens restent dans Villeray. Il y a une espèce de petite vie de quartier qui ressemble à un village. Vous le sentez, ça aussi? Là, le village, on le sent tout à fait. Mais Villeray est beaucoup connu pour son aspect village autour de la rue de Castelnau, le marché Jean Talon, etc. Oui. Mais c'est un grand quartier, le quartier Villeray. On oublie parfois que ça se rend jusqu'à la rue d'Iberville et que plus on approche d'Iberville, on se rapproche du quartier Saint-Michel et le quartier prend progressivement la couleur du quartier Saint-Michel également. Plus on se rapproche de ce côté
côté-là. Donc oui, on aime à penser au quartier Villeray comme l'espèce de beau quartier bucolique où les gens se promènent avec les fleurs dans les cheveux, ce qui est un petit peu le cas quand même. C'est merveilleux. C'est un magnifique quartier, mais c'est un quartier qui est pluriel. C'est un quartier avec toutes sortes de réalités. Et puis, mais effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup plus d'avantages. Ce qui nous a été nommé, en tout cas sur le petit sondage rapide qu'on a fait sur notre page Facebook, c'est que les avantages sortaient beaucoup plus nombreux que les inconvénients. Oui, bon, ben tant mieux, tant mieux. Oui. Mais est-ce qu'un centre comme le vôtre aurait sa raison d'être en campagne ou en banlieue, ou c'est spécifiquement pour la ville que c'est? Non, on fait partie d'un réseau qui regroupe une vingtaine d'organisations semblables à la nôtre à travers le Québec. Et puis, ce sont des besoins qui sont universels, qui sont répondus par notre organisme actuellement. Donc, des organismes comme le nôtre, il y en a à Rimouski, il y en a à Mont-Laurier, il y en a à Québec, il y en a un petit peu partout. Et puis, s'ils sont là, ben, on se plaît à croire, c'est parce que le besoin est là également. Ouais. Gaëlle Magrini, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. On va continuer le reste de l'émission. Vous restez avec nous pour la suite. On s'en va en musique. On écoute Otech. Alors, c'était Robothérapie d'Otech. Mes excuses, j'ai massacré un petit peu leur nom. Mais heureusement, Guillaume Couture était là, notre chroniqueur geek, et il reste là parce que Guillaume, tu nous as préparé une autre fabuleuse chronique et j'ai eu vent que tu avais découvert quelque chose de fabuleux qui vraiment... je vous en ai parlé dans nos messages privés, finalement, avant l'émission. Geek. Oui, mais ça arrive en toute fin de chronique, par exemple. On vend pas le punch. Dessert pour la fin. Bien, certainement. Mais écoutez, vous avez grandi en mangeant les céréales C3PO, en regardant les Transformers. Peut-être vous que c'était les Luminous, peut-être, ça se trouve. Parce qu'il était trop tôt pour aller au club vidéo pour vous louer une cassette de Nintendo. Vous étiez pas le premier choisi à faire partie de l'équipe de ballon chasseur. Vous avez collectionné les comics. Puis vous grandissez, trouvez l'âme sœur et vous devenez parent. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là?
Je le sais pas. Pour tous les geek dads et les geek moms de ce monde, ce soir, je vous propose quelques cadeaux à faire ou à offrir aux parents de votre entourage afin de vous assurer que le bambin dans votre mire grandisse avec les mêmes sensibilités que ses parents. Ils deviennent geeks. Et donc, Entre les lignes. jusqu'à ce que l'adolescence arrive, ça va tout gâcher. Donc, mais tu as ça, fait de la recherche pour le c'est une futur, autre histoire. là. Ben Guillaume. oui, absolument. Ouais. Moi, j'ai investi dans l'avenir tout le temps. Bon, grosse promesse, là, je suis pas sûr que je la tiens. Bon. Grand classique du décor des chambres de nouveau-nés, les blocs de bois présentent à bébé son premier contact avec les lettres de l'alphabet, on s'entend. Et il travaille également ses capacités motrices parce qu'ils permettent de créer des petites structures de bébé. Mais l'alphabet, c'est un peu vanille, peut-être. C'est un peu simple. Je sais pas si... À quoi ça sert de savoir l'alphabet? c'est ça. Alors... T'as bien raison, Jerry. J'enseignais en plus. Alors, pourquoi pas offrir des blocs de bois à l'effigie des éléments de la table périodique? OK, ça, c'est si t'as un enfant au QI supérieur à la moyenne. À Mais- 10 mois, là, c'est pas J'en trop- aurais c'est pas besoin, trop tôt. moi, je pense. On conseille que c'est à partir de 2 ans. Bon, c'est Mais déjà 2 ça. ans quand même. Hein. Deux- C'est un peu quand tôt. même. Mais c'est ça, c'est fabriqué à la main aux États-Unis. L'ensemble de 20 blocs présente tous les éléments connus de l'homme. Donc, chaque face du cube, de chaque cube représente le symbole de l'élément, son nom complet ainsi que son numéro atomique. Donc, Voyons si jamais. donc. Tout ça à 2 ans, mais c'est bien trop pauvre enfant. Il Mais va en avoir même une temps, dépression. on a les lettres, on a les chiffres, puis des mots compliqués pour un enfant de 2 ans. C'est dans un bel emballage au complet. Donc, peut-être, tu sais, ça a le même usage dans le fond que les blocs. On voit des lettres, puis il y a des couleurs C'est couleurs vrai. très attrayantes. Donc, pourquoi pas juste y aller une étape au-dessus, puis Ça proposer à son enfant. peut amuser les parents aussi et, Oui. Surtout. et leur apprendre plein de choses. Absolument, faire des comptines avec des mots comme sélénium ou, tu sais, c'est le fun. Wow. Hey, j'ai hâte. Je Ça pense coûte, que c'est- ça coûte vendu. 35 $ et c'est disponible sur le site www.uncommon goods, donc des biens pas communs. Donc, uncommongoods.com. Et un enfant s'adore entouré de toutous de toutes sortes. Belle allitération ici. Remarquez certains adultes aussi, par exemple. Donc, ma prochaine suggestion s'adresse aux deux. Pourquoi pas? Adultes comme enfants. Il s'agit d'une collection de peluches en forme de microbes géants. Wow! Et par là, j'entends non seulement des petits tas de protoplasme trognon, comme on serait peut-être, on s'attendrait, mais bien des peluches qui imitent grossièrement la forme d'un microbe tel que vu dans un microscope. Là. Ah! Ah, c'est attendrissant. Quand Oui. même. Et avec des yeux, évidemment. On a mis ça dessus pour qu'on puisse faire le contact. Là. Et dans la collection, on retrouve des populaires virus, tels le rhinovirus, donc le rhume, bien sûr, la grippe, la mononucléose. Voilà. OK, ils sont identifiés, là. Ils sont identifiés. Puis ils ont vraiment leur forme. Ils sont vraiment allés réelle. chercher la photo, mettons, par microscope et ils ont Wow. recréé en figurine. Et là, si vous souhaitez risquer une infection plus grave encore, on retrouve également le E. coli et la chlamydia dans la collection. Ah, ça peut être Non. le fun de donner une chlamydia à son enfant. Un toutou, je veux dire, là, pas la maladie. Là. Attention. Oh, j'ai acheté de la liste à mon enfant. Et ben, tu sais, si on sait pas ce que c'est que ces microbes-là, si on peut pas le reconnaître à l'œil nu, ben, d'un regard extérieur, les peluches ont quand même l'air de toutous comme les autres. Donc, c'est intéressant. Faut pas se gêner de les offrir. Ça coûte 9,99 sur le site canadien thegeekchic.ca. Mais si vous voulez le truc qui en met plein la gueule, l'outil parental qui va vous faire gagner toutes les comparaisons lors de votre promenade au parc, eh bien, je vous présente la poussette nouvelle génération pour parents geeks, l'origami. L'origami de la compagnie 4Moms offre presque autant d'options qu'une mini fourgonnette, finalement. Commençons par souligner que c'est une poussette électrique qui s'alimente par la rotation des roues. Donc, elle se charge pendant que vous la poussez. Ah, mais très intelligent. Wow. Non, quand même, ça a l'air d'une espèce de fantasme de designer, là. C'est génial. Écoutez, elle se plie et se déplie automatiquement avec la pression d'un bouton. Donc, pour un rangement ou un déploiement facile, il faut l'avoir en action pour comprendre. c'est Fini les incroyable. mots d'eau. Ben Fini oui. les mots d'eau en essayant de plier la poussette. Elle a des lumières autour des roues qui éclairent le chemin, un écran à cristaux liquides sur la poignée qui nous tient informés de la température, de la distance parcourue, de la vitesse et du niveau de chargement de la batterie. Et, bien sûr, une prise pour charger son téléphone intelligent. Ben, voyons. Est-ce qu'on sait combien il coûte, Guillaume? C'est la Cadillac des poussettes. Elle vient au gros prix de 899,99 $. On la Eh retrouve à boy. Montréal dans différentes adresses, dont chez Kido, par exemple. Et on peut aller voir l'origami en action sur le site www.4moms.com, donc le chiffre 4moms.com.
Wow, Guillaume, c'était weird. Comme d'habitude. Mais plein de belles découvertes qu'on aura peut-être un jour, nous tous, là, à acheter. La première partie de l'émission tire à sa fin. Voici les Sophie Lanthrope sur CIBL 101.5. S'approcha pas de loup dans une grande marée noire. La fin ne justifie pas tout. Il pleut des oiseaux morts, il pleut des oiseaux morts. L'homme reste un loup pour l'homme. Nous ne sommes que des zombies sur nos batteries de lithium. Ils ne font qu'une bouchée de nos vies, de nos vies. On dit que les peuples se soulèvent, mais de grandes boucheries. Et le cœur au bord du lèvre, on assiste à ces grandes boucheries. Car ils nagent les petits poissons rouges et noirs de race dans l'immense carnage à contre-courant dans l'immense carnage. Il ne reste que les simulacres acres de la vie qui soient permis, sinon le massacre acre, sinon les simulacres acres de la vie. Alors fume tes clous de cercueil dans l'amertume, tu cueilles les raisins de ta colère et leur vin si amer, si amer. On dit qu'au bout de la terre, les pôles s'inversent, que les glaciers fondent, que tout se bouleverse, que c'est la fin du monde, que c'est la fin du monde. On dit que de l'autre côté de la mer, par milliers ils prennent les rues, que les missiles font de l'air, que les policiers reculent, que les policiers reculent, 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 reculent. Reculent, 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 que les policiers reculent, reculent, reculent. Alors qu'ici rien du tout, c'est d'un ennui à se pendre à un clou, ça dort au gaz lacrymogène, ça court après la face de la reine, la face de la reine. Ne vends pas ton âme au diable, il achètera à crédit. Il tombe des oiseaux morts, il tombe des oiseaux morts du paradis. Ne vends pas ton âme au diable, il achètera à crédit. Il tombe des oiseaux morts, il tombe des oiseaux morts du paradis. Oh, oh. Soyez de la 19e édition du festival Mémoire et Racines. Les 24 et 25 juillet, les bars du centre-ville de Joliette accueilleront différents artistes tels que Mythes et Légendes et Les Campagnards. Ne manquez pas le spectacle gratuit sur Place Bourget avec entre autres La Cantinière. Les 26, 27 et 28 juillet, le parc Bosco de Saint-Charles-Borromée vous propose une multitude de spectacles. Les Tireux de Roche, Macomère, Solas, Réveillon, Les Chauffeurs à pied et plusieurs autres d'ici et d'ailleurs. Pour tout connaître de la programmation, consultez le www.mémoireracine.org. À MaTV, du 12 au 30 juillet, on vous offre de drôles de fins de soirée. Revoyez en rafale les auditions Juste pour rire, Terra Carnaval, l'émission Gros Titres, les soirées Juste pour rire avec François Bellefeuille et En route vers mon premier gala Juste pour rire animé par Anaïs Favron. Cet été, l'humour, c'est à MaTV que ça se passe. Pour connaître l'horaire, consultez le site web matv.ca. MaTV, chaîne 9 et 609 en HD. Client Vidéotron, c'est votre télé. Hey, tu connais Nive? Ben oui, c'est juste un hostie de gros poilu d'arabe de maudit français à marre de mangeur de hot dog cachère. Ah ben ça a l'air cool. Ben ça l'est. CIBL, 105, Animé Montréal. ZooFest! Vous
Vous écoutez toujours La Taverne sur CIBL 101.5 Montréal. Et avant de s'entretenir avec notre deuxième invité, Juan Torres, qui est professeur adjoint à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal. Ève, on va aller écouter notre deuxième conversation de bar. Oui, dans cette section-là, on parle plus de la vie multiculturelle, de la ville multiculturelle qui est Montréal. Ville versus banlieue, le transport, tout ça, et on les écoute. Bien, en fait, avant, en étant à Québec, en banlieue, on avait une super maison avec un terrain, tout ça. Mais on passait beaucoup de temps dans l'auto. Il y a une espèce de solitude, je trouve, pour nous, en fait, qui va avec la banlieue, qui nous plaisait moins à nous. Donc ici, on retrouve un peu cette espèce d'effervescence-là, puis qui nous allait comme adultes, mais qui va aussi super bien aux enfants. Super 8 qui tourne trop vite, tu te balances. Mais moi, j'aimerais beaucoup partir en banlieue, pas très loin. Mon chum veut vraiment rester en ville, alors c'est compliqué. Mais moi, c'est l'espace qui manque, c'est les logements. C'est ça que je trouve dur. C'est que d'avoir une cour, d'avoir... puis tu sais, pas juste une cour de 5 pieds carrés, là, tu sais, d'avoir vraiment de l'espace, de pouvoir envoyer tes enfants dehors, d'avoir un logement plus grand. Tu sais, je trouve qu'à Montréal, pour avoir un logement pour 5 personnes, à rez-de-chaussée, il faut soit que tu sois très riche ou que tu aies acheté il y a 10 ans, ce qu'on n'a pas fait. Là. L'espace, des fois, moi j'habite dans un 3e, puis des fois, surtout l'été, un espace vert qui m'appartient, ça me manque. Ouais. Mais je dirais que l'endroit, c'est 3-4 mois par année, quand le beau temps est beau. C'est là que ça me manque le plus, la notion d'espace personnel, l'espace privé extérieur. C'est une concession. C'est une concession pour moi à vivre par rapport à l'espace en ville. J'essaie d'aller le chercher ailleurs, comme je disais, dans les parcs, dans ce qui est accessible relativement près. C'est ça qui arrive, c'est que ce que j'imagine de la banlieue, c'est quand tu ne l'as pas chez vous, tu as potentiellement plus d'affaires chez vous, plus d'espace chez vous, mais si tu ne l'as pas chez vous, ça implique quasiment automatiquement de prendre le char pour aller le chercher. Sinon, il y a toujours la question du parking. Moi, ma belle famille, quand elle vient chez nous, là, on a toujours le commentaire que c'est donc bien compliqué de se stationner en ville. Moi, ma mère, elle prend Non, mais lire les pancartes, là, ça a l'air d'être super compliqué. J'haïs ça, me parker. J'haïs ça. Moi, ça me tarabuste beaucoup. Ça me tape. La notion du parking, quelqu'un qui me dirait à cause de ça, à cause de ça, je ne vais pas habiter en ville, je pourrais pas me défendre contre ça. Je fais, ouais. Tu sais, la vie culturelle, la vie familiale, tu sais, il y a des petites pièces à théâtre dans les parcs, il y a toutes sortes d'affaires à faire. Sérieusement, c'est extraordinaire pour ça. Mais quand tu as besoin de voyager, aller porter tes enfants à la garderie en métro et d'aller travailler après, c'est pas vrai que c'est si simple. Je trouve ça toujours délicat parce que je ne veux pas porter de jugement ou dire des énormités, mais nous, on était à Beauport, dans le secteur de Beauport, à Québec, pas loin des chutes. Oui, c'est Québec, mais en tout cas, reste que il y a du monde vraiment chouette et allumé, tout ça, mais on le sentait vraiment beaucoup, l'uniformité des enfants qui vont à l'école, qui ont tous eu à peu près le même parcours, qui trippent tout un peu sur Walt Disney. L'année dernière, il y a 2 ans, dans la classe de ma fille, il y avait un petit garçon qui parlait pas un mot de français. Donc, ils sont là à l'aider, à poser des questions. C'est sûr que oui, c'est intéressant. C'est vraiment pas partout qu'on retrouve ça. Là. C'est surtout à Montréal. Mais il n'y a quand même pas d'espace. Ça règle pas tout. Juan Torres, professeur adjoint à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal, on entendait nos 3 intervenants discuter de la beauté de la ville de Montréal, tout ça, mais on revenait toujours à l'aspect, ouais, mais il n'y a pas assez d'espace. Est-ce que Montréal est une ville adaptée pour les familles? Ben oui, comme toutes les villes et comme n'importe quel environnement peut devenir un milieu où l'on peut s'épanouir, où les familles peuvent vivre.
Je pense que ce qu'on voyait beaucoup dans les témoignages de ses parents, c'était cette opposition qui revient souvent. Ville versus banlieue, espace versus densité, nuisance versus opportunité, puis grand cours arrière. Mais en fait, un des intervenants le disait aussi clairement, oui, en ville, c'est bien, mais ça dépend où en ville. Pareil en banlieue. Banlieue, il y a des endroits où effectivement on peut très bien élever sa famille, mais d'autres où c'est aussi pénible que dans les quartiers les plus déconnectés, les moins bien desservis, dans les quartiers urbains, entre guillemets, plus denses, plus proches des quartiers centraux finalement de la ville. Donc, on peut très bien vivre et s'épanouir en ville, je suis convaincu. Comme on peut aussi très bien vivre et s'épanouir en banlieue, par ailleurs. Mais qu'est-ce qui vous convainc tant qu'on peut très bien vivre et très bien s'épanouir en ville? Ben, une chose très simple, c'est la ville, une des choses qui la définit, c'est la densité. Donc, on a plus de personnes à moins d'espace. Plus de personnes à moins d'espace veut dire aussi une masse critique qui permet à plus de commerces, à plus de services d'ouvrir, d'offrir leurs services, leurs produits. D'ailleurs, on le voyait dans le premier cycle d'intervention, que ça revenait, cette proximité à ce type de services. Donc, quand on habite en ville, peut-être on a des préférences pour certains espaces, pour certains produits, mais c'est parfait parce qu'il y a tellement de densité, il y a tellement de diversité à portée de main qu'on a forcément accès à quelque chose qui va nous plaire finalement parmi toute cette panoplie d'activités qui nous sont offertes. Alors que quand on habite dans un milieu moins dense, évidemment, il faut être vraiment similaires dans nos goûts, dans nos besoins, à tous les autres qui sont dans le même environnement pour essayer de bénéficier de services qui vont desservir la plupart des personnes. Donc, c'est justement le danger aussi de vivre dans des milieux qui sont trop uniformisés. Parce que un autre aspect très important à surveiller avec cette idée de vivre en famille, c'est que la famille évolue très rapidement. En l'espace de quelques années, on passe d'un poupon qui ne marche pas à un adolescent qu'il faut contrôler. Et donc, cette transformation est tellement radicale et tellement rapide qu'effectivement, on ne peut pas dire que, bon, une fois pour toutes, on a le milieu qui nous convient comme famille pour vivre. Ça nous convient aujourd'hui, mais dans 2 ans, l'enfant va changer d'école, dans telle période de temps, je vais changer de travail, dans telle autre. Il y a toutes sortes d'événements dans la vie de la famille qui font en sorte qu'on change nos besoins, nos intérêts. Et donc, vivre en ville nous permet, par cette diversité, d'avoir plus de chances d'être bien servi. Mais justement, là, vous compariez la période où on a un poupon qui ne marche pas. Tantôt aussi, Gaëlle Magrigny en a parlé un peu. Un poupon qui ne marche pas, un autre enfant qui marche, mais pas très rapidement, puis justement un grand de 10 ans qui court à quelque part. Est-ce que physiquement, la ville est adaptée? Je ne sais pas moi, est-ce que les trottoirs sont assez larges? Est-ce que les quartiers sont bâtis autour de parcs ou autour de lieux rassembleurs comme ça? Est-ce que Montréal s'est, avec le temps, adapté à la vie de famille? Oui, de manière inégale, il faut l'avouer. Il y a certains quartiers qui s'adaptent plus facilement, d'autres qui le font plus difficilement. Mais il y a toujours, dans n'importe quel milieu, une limite à la flexibilité de ces cadres bâtis qu'on appelle, donc de cet environnement, jusqu'où est-ce qu'il peut vraiment s'adapter. Mais comme je disais tout à l'heure, s'adapter à quoi? La famille est quelque chose de tellement diversifié que ça ne sert à rien de s'adapter juste à un type de besoin. C'est important d'offrir un petit peu de tout à la plupart des usagers. Et donc, une ville comme Montréal a ça comme force d'avoir plusieurs quartiers très différents qui offrent des opportunités aussi assez diversifiées, quoi. Et le grand avantage, c'est que en étant dans un milieu bien servi par les transports en commun, au fur et à mesure que les enfants acquièrent une plus grande autonomie, ils peuvent se déplacer tout seuls. Donc, ils peuvent apprendre aussi à utiliser cet environnement par eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a plus de difficultés à faire quand on habite dans un milieu où on dépend de la voiture. Et effectivement, c'est les 16 ans que tout le monde attend impatiemment pour avoir le permis, puis arrêter d'être chauffeur ou arrêter d'avoir à demander à chaque fois un lift pour aller... de papa-maman qui vient se chercher, puis qui nous fait donc honte. C'est ça. Donc la ville, c'est vrai, parfois, il y a des pannes dans les services de transport en commun, mais
regardons, quand on a cette situation-là, l'avantage à Montréal, c'est que, on sort de la station de métro, puis on a plein d'options pour compléter notre trajet. On prend un Bixi, on prend le taxi. Cette diversité, c'est aussi un autre des avantages de vivre dans un milieu avec cette masse critique qui vient, cette masse critique avec toutes les nuisances, effectivement, peut-être trop de proximité avec les voisins, manque d'intimité dans certains logements, mais aussi avec plein d'avantages. Donc, c'est injuste de juste voir le côté positif d'un milieu et le négatif de l'autre. Il faut reconnaître qu'autant dans ma lieu que dans le quartier central, il y a des choses super intéressantes pour vivre en famille et moins intéressantes aussi. Oui, puis la masse critique dont vous parlez a probablement fait, peut-être que je me trompe, là, vous me le direz, a probablement fait justement changer un peu ou évoluer certains quartiers à Montréal, justement pour faire en sorte que les familles, probablement de plus en plus nombreuses dans certains secteurs, se sentent justement chez elles. Est-ce qu'il y a juste des quartiers ici à Montréal qui sont davantage adaptés à la vie de famille, de ce que vous en savez? Pour revenir à ce que je disais, la famille étant quelque chose de tellement diversifié, je pense que le problème, c'est plutôt que les quartiers urbains sont tellement intéressants pour les familles qu'ils deviennent inaccessibles, justement, parce que la demande est forte. Et donc, c'est des milieux où tout le monde veut habiter. On veut vivre dans un milieu où on a un café à côté, puis une épicerie fine pas loin, puis un beau parc. Tout le monde veut habiter là. Et donc, cette demande, et là, mes collègues économistes seraient mieux placés que moi pour vous l'expliquer, mais cette demande fait en sorte qu'effectivement, les prix sont à toute fin pratique inabordables pour des ménages qui cherchent des logements avec 3 chambres, par exemple. Et c'est là que les concessions doivent arriver. Donc, oui, peut-être on va partager la chambre entre 2 enfants, mais qu'est-ce qu'on gagne? On gagne beaucoup de temps peut-être en famille. On va habiter près d'un nœud important du transport en commun, une station de métro par exemple. Ça, c'est aussi cher. Mais qu'est-ce qu'on gagne en revanche? Peut-être on gagne aussi l'accessibilité à un cinéma et donc tous les mercredis soirs, on pourra faire venir un gardien, puis en 2 heures seulement, on va pouvoir aller venir. Notre film, ça va être moins cher en gardiennage. Donc, c'est donnant-donnant finalement. C'est un peu des concessions. De là, la nécessité de faire de la pression pour avoir des logements sociaux à l'intérieur de la ville de Montréal, abordables pour les familles. Mais est-ce que les familles sont consultées? Parce qu'on en parlait un petit peu plus tôt avant l'émission. Vous avez travaillé sur la Share of Growing Up in Cities de l'UNESCO qui travaillait justement à trouver des outils pour consulter les enfants, consulter les familles dans la construction ou dans le développement des centres urbains. Est-ce qu'on pourrait davantage les consulter, ces gens-là, avant de développer de tel ou tel quartier ou avant de bâtir un condo ou avant de développer tel secteur, selon vous? Oui. En rotant, oui. Absolument, on peut les consulter. Puis en plus, c'est pas juste qu'on peut, et c'est pas juste qu'ils ont le droit, parce que les enfants ont le droit d'être consultés pour toute décision qui concerne leur milieu de vie. Mais en plus des droits, c'est profitable parce que en travaillant avec les familles, avec les jeunes, avec les adolescents, avec les enfants, les professionnels de l'aménagement peuvent mieux saisir vraiment les enjeux actuels. Tout le monde dit... Bon, on a été enfant, on se souvient de quoi on a besoin. Et donc, il y a parfois, disons, un petit mépris ou bref. On a la mémoire courte. On donne moins d'importance aux témoignages des jeunes d'aujourd'hui. Puis on le voit surtout à l'aide des capsules geeks, à quel point ça change énormément. Et l'enfance d'aujourd'hui, c'est une enfance qui n'a rien à voir avec celle que ma génération a vécue ou celle de mes parents. Et donc, les praticiens de l'aménagement ont tout l'intérêt à travailler avec les familles d'aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec qui ont quelque chose en commun, mais qui ont beaucoup de nouveaux par rapport aux familles d'il y a ne serait-ce qu'une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, quoi. En terminant, vous avez participé ce printemps-ci à un colloque qui s'appelait « Vivre en famille au cœur de la ville, une journée de réflexion sur Montréal ». Oui. La conclusion qui, selon vous, était la plus importante de ce colloque-là, ce serait laquelle? Bien, ça ressemblerait à 2 choses. La première, comme je disais tout à l'heure, les stérilités d'opposer ville et banlieue, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais. Puis l'autre grande conclusion, c'est ce que Gaël vient de dire, l'importance de trouver différentes manières de construire du logement abordable pour les familles dans les quartiers qui sont les plus intéressants pour tous. Parce que ces familles-là rendent ces quartiers plus conviviaux, plus intéressants pour tout le monde. Donc, c'est la meilleure manière d'investir pour une ville qui soit
plus chouette à vivre. Oui. Ben, Juan Torres, professeur adjoint à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Un beau garçon j'ai rencontré, aimons la lurette. Un beau garçon j'ai rencontré, aimons la lurette. Dans un petit bois il m'a emmené. Tadadilam, 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 tadadilam. Dans un petit bois il m'a emmené, aimons la lurette. Dans un petit bois il m'a emmené, aimons la lurette. Mais sous un arbre il m'a écrasé, aimons-la. Prenons mais n'en parlons pas, virons la lurette. Virons la lurette. Mais sous un arbre il m'a écrasé, aimons la lurette. Mais sous un arbre il m'a écrasé, aimons la lurette. Il m'a demandé pour l'embrasser, aimons-la. Prenons mais n'en parlons pas, virons la lurette. Virons la lurette. Il m'a demandé pour l'embrasser, aimons la lurette. Il m'a demandé pour l'embrasser, aimons la lurette. Il m'a demandé pour le marier, aimons-la. Prenons mais n'en parlons pas, virons la lurette. Virons la lurette. Il m'a demandé pour le marier, aimons la lurette. Il m'a demandé pour le marier, aimons la lurette. 2 mois après on était mariés. Tadadilam, 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 tadadilam. 2 mois après on était mariés, aimons la lurette. 2 mois après on était mariés, aimons la lurette. Et des jumeaux sont arrivés, aimons-la. Prenons mais n'en parlons pas, virons la lurette. Virons la lurette. Tadadilam, 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 virons la lurette. C'était les folkloriques de Galant. Tu perds ton temps sur les ondes de CIBL 101.5. Vous écoutez l'émission La Taverne. On est de retour avec Jerry. Ouais. T'as couru de la Gaspésie à ici. T'es parti ce matin de la Gaspésie à pied, puis tu viens juste d'arriver. Ouais, exactement. Je suis un athlète hors pair. Et la Gaspésie, d'ailleurs, qui est un beau lieu aussi pour élever une famille. Disons que Là, pour... ça coûte moins cher, je pense. Oui, Ouais. oui. C'est... Le paysage est à couper souffle, mais disons que pour l'emploi, c'est une autre paire de manches, mais bon. Mais parlant d'emploi! Justement. Donc, moi, cette semaine, j'ai décidé de vous parler de certains métiers un peu plus insolites. Je ne sais pas si il y a des métiers dans le passé qui vous ont marqué, que vous saviez pas que ça existait. Parfois, qu'il y a des gens qui étaient payés pour ça. Mais moi, j'en ai découvert quelques-uns. Je vous avouerai que nos amis français sont particulièrement originaux, disons, sur les métiers qu'ils peuvent exercer. D'abord, le premier que je vous présenterai, c'est fendeur de porc. Donc, c'est pas un boucher, c'est un fendeur. C'est vraiment une personne qui porte le titre de fendeur de porc. Donc, ce qu'on dit, c'est que si vous aimez le travail physique à la chaîne et que vous avez une hache à votre disposition, le métier de fendeur de porc est tout à fait désigné pour vous. Wow. Ça tombe bien, donc votre mission est de fendre des porcs. Attention cependant, l'annonce, parce qu'il y a une annonce, parce qu'il y a beaucoup de fendeurs de porc qui sont recherchés, précise qu'il faut parfaitement maîtriser le français et disposer d'une connaissance des normes prescrites pour découper les jambons. Donc, en même temps, on s'y attend. Là. Je veux dire, ne s'invente pas un fendeur de porc qui veut, là. En effet. Donc, c'est pas un métier à la portée de tous. Deuxième métier, et c'est ce que vous allez penser. Ne cherchez pas plus loin. Branleur de dindons.
Oui. On est rendu là. Oui, c'est ça. OK. Mhm. Ouais. Donc, en plus d'être immondes, les dindons ont la particularité d'avoir un taux de reproduction très peu élevé. Ah, faut les aider un peu. OK. Fait que tu voulais vraiment dire ce que tu voulais dire quand tu as dit ça. Exactement. Donc, pour assurer la pérennité de l'espèce dans nos assiettes, l'homme a créé un métier dont l'objectif est de masturber le dindon afin de favoriser la bonne utilisation de la semence de l'animal. Oui, on a dit ce mot-là à la radio. Oui, je vais juste... Rowan et Gaël, bienvenue à la taverne. Je m'en fais une émission sur la famille, je suis flabbergasté. Ensuite de ça, il y a le métier de crémeur. Et non, ce n'est pas la personne qui met les petits crémage sur les beignes au Tim Hortons. Non. C'est une personne donc qui conseille les gens sur la crème solaire. Donc, c'est un métier? On offre 5 000 € par année à la personne. Par année. Pour conseiller les valeureux touristes sur la crème solaire qui leur convient. Donc, qui convient à leur peau. C'est un géo, mais de crème solaire seulement. Exactement. Ensuite de ça, on a siffleur professionnel. Peut-être avez-vous des talents cachés en sifflement. Non. Donc, vous pourriez devenir siffleur professionnel. Ah, c'est pour éloigner les goélands, ça? Non, il ne s'agit pas... Bien essayé, Ève. Il ne s'agit pas non plus d'un métier pour siffler les demoiselles sur la rue. Non, non. Le job de siffleur est apparu grâce au Western Spaghetti de Sergio Leone. Il s'agit bel et bien d'un poste à part entière. Le gars était réellement payé pour siffler. Donc, mais oui. dans le dans film. les trames sonores, oui, c'est toujours ça. Ouais. Donc, alors, il n'y a pas de saut moyen de gagner sa vie. Autre métier, on a créateur de mots croisés. Vous êtes peut-être ça, je comprends. déjà demandé si c'était les journaux mais dans certains cas, c'est pas des journalistes qui, disons, sont au bas de l'échelle, qui font les mots croisés. C'est des gens qui, à temps plein, finalement, créent des mots croisés, se questionnent, jouent avec des grilles, donc sont passionnés de lettres et qui mais probablement de chiffres aussi, un peu de mathématiques pour physiquement faire en sorte que ça rentre. Potentiellement. Et je terminerai avec le métier de goûteur d'eau. Ouais. Faut avoir un... Comme pour les parfumeurs, Evian et Volvic, qui sont des compagnies d'embouteillage d'eau, ont aussi droit à leur testeur. Wow. Donc, c'est vraiment tester la qualité de l'eau qu'on appelle goûteurs d'eau. Donc, ils doivent avoir des qualités gustatives, olfactives et visuelles hors du commun. Visuel? Mais c'est le goût. Non, mais... J'avoue que si l'eau est foncée ou brouille, c'est peut-être pas très vendeur pour les compagnies. Et finalement, juste un mini avant que notre metteuse en ondes me coupe. Au Québec, on a aussi un boulot qui est un peu spécial, qui est des jeunes étudiants qui sont engagés de moins de 18 ans pour aller dans les dépanneurs et tester les ventes de cigarettes, de billets ou d'alcool. Oui, pour Santé Canada, pour voir si les dépanneurs, finalement, ou les épiceries contreviennent à ce qu'ils doivent faire, donc ne pas en vendre aux moins de 18 ans. Eh bien, une belle job d'été. Exactement. Il suffit pour moi de trouver quelqu'un, même introuvable, ni jamais le dire. Moi pourtant volontaire, heureux de courir aux quatre coins de la ville. Ainsi ne plus jamais être seul au monde. Avec mes amis, je ne suis jamais seul. J'aide tous mes efforts, je cherche fort. Avec mes amis, je ne suis jamais seul. Mais qu'aucun ne soit jamais disponible, mais parfaitement égal. Combien les chercher est utile à distraire ma solitude sur terre. Non, je ne suis jamais vu seul au monde. Avec mes amis, je ne suis jamais seul.
La taverne tire à sa fin. C'est presque la fin pour la taverne. Donc, on remercie beaucoup nos invités. Pour Juan Torres, professeur adjoint à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal. Merci d'avoir été avec nous. On peut voir vos recherches sur le site de l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal. Gaël Madgrini, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes le directeur général d'Espace Famille Villeray. Oui, merci, ça m'a fait plaisir. On vous retrouve sur espacefamille.ca, sur Facebook, sur Twitter. On est en 2013, hein, voilà, c'est la façon de faire. Merci beaucoup à notre équipe en studio, à la mise en onde, Gabrielle Rondy, à la chronique geek, Guillaume Couture. Merci à vous. Et à la chronique aux faits insolites et inusités, toujours insolites et inusités, Jerry Vaudois, merci. Merci. Moi, je requitte à la course pour la Gaspésie. À la co-animation, Ève Lemay. Mon nom est Marie-Christine Bouillon. La semaine prochaine, on vous invite à nous écouter encore une fois vendredi à 19h parce qu'on vous parle de réseaux sociaux. Oui, l'utilisation des réseaux au quotidien. Voilà. Bonne semaine.